Bonjour à toutes et à tous en ligne, et puis ici à la Maison des sciences humaines Ange des Pins de Nantes. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le séminaire de la grande édition Marx Engels, la GEM, en lien avec un séminaire qui avait été organisé par la Maison des sciences humaines de Nantes, qui s'appelait Marx 1000, qui était destiné à travaillé sur un texte de Karl Marx, les notes sur l'ouvrage de James Mill, Éléments d'économie politique, Marx donc traduisant prenant des notes pardon, sur une traduction en français par Parisot de l'ouvrage de James Mill, Éléments d'économie politique. Donc, aujourd'hui, l'ouvrage paraît aux éditions sociales, qui vont aussi, avec Clara Las Pallas, présenter le projet d'édition et à la spécificité aussi d'être un projet d'édition numérique, vous allez nous expliquer. Donc, Jean Quétier, Alex Bouffard, vous allez nous dire un mot de la GEM, qui a accepté de publier donc, les résultats de ce travail de traduction. Après quoi, Maïwen Roudot, Herbert Toll et moi-même, on parlera un petit peu du texte, on vous dira peut-être un extrait, et puis ensuite on pourra présenter le projet numérique, et puis faire une petite discussion. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction et bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi à distance. Alors j'espère que vous nous entendez bien. Je commencerai par dire que c'est nous qui sommes très heureux et heureuses d'être ici, hein. Merci pour le travail que vous avez fait déjà. Et on est très content que le projet aboutisse, d'une part, et d'autre part d'avoir cette occasion de discuter. Alors il y a eu plusieurs phases de discussion, mais de discuter aussi là ensemble physiquement dans un même endroit, c'est une très bonne chose. Donc voilà, on se réjouit d'être là et merci pour le travail fourni. Alors je dirais très rapidement quelques mots sur la GEM, hein, pour présenter ce qu'est la grande édition Marx Engels, et puis Jean nous dira quelques mots sur la méga, et puis ensuite, avant ou après? Non. Bon, on verra si Clara parle après ou avant vous. Voilà. Donc la GEM, hein, grande édition de Marx Engels, c'est deux choses en fait, hein. C'est d'une part une collection des éditions sociales et d'autre part une association. Alors, en tant que collection des éditions sociales, c'est une collection qui a pour vocation, pour ambition, disons, de fournir l'édition de référence en langue française des œuvres de Marx et Engels. Édition de référence, c'est-à-dire une édition scientifique, critique, qui puisse servir de base, hein, d'outil de travail de référence pour toutes les personnes qui veulent lire ou travailler Marx et Engels. Alors, cette ambition-là amène, disons, nous a amené à nous fixer deux principes, hein, de travail. Le premier, c'est d'essayer autant que possible de respecter l'historicité et l'état d'origine des textes, chose que l'on fait en s'appuyant sur l'immense travail philologique fourni par la Méga, dont Jean va parler très rapidement ensuite, hein. Et le deuxième principe, c'est deuxième principe qui n'est pas évident à articuler au premier principe en réalité, hein. Deuxième principe, c'est de rechercher une certaine cohérence éditoriale entre les différents volumes, notamment au niveau de l'appareil critique et de la constitution des volumes, et quand c'est possible, mais évidemment ça ne peut pas être fait de manière systématique, hein, au niveau de la traduction. Alors concrètement, ça se manifeste par une certaine construction type des différents volumes de la GEM, une introduction assez substantielle avec différents aspects, un aspect historique, philologique, une synthèse des grandes idées du texte, éventuellement un petit volet réception, des éléments sur l'édition et la traduction présentée. Ça passe aussi par une annotation
qui se veut, essentiellement, historique et philologique ou de clarification quand c'est véritablement nécessaire. Des index, variés quand le texte s'y prête, ça dépend un petit peu des textes et dans la mesure du possible, un glossaire ou au minimum des éléments de justification des grands choix, de traduction, notamment pour qu'on comprenne que, bah, même s'il y a une unité de la GEM, chaque texte a ses spécificités au niveau des choix de traduction, de sorte qu'on ne peut pas établir une nomenclature qui vaudrait pour l'ensemble de la GEM, sans considération des singularités de chaque texte. La GEM, se caractérise aussi par un certain mode de travail, et d'abord une manière collective de travailler. C'est-à-dire que chaque projet est porté par une équipe plus ou moins nombreuses, mais le volume est, chaque volume est constitué de manière collective du début à la fin, donc par cette équipe, mais aussi en discussion plus ou moins étroite avec, le reste de la GEM ou plusieurs, membres de la GEM, de façon à ce qu'il y ait, des communications entre les différents projets. Et dans ce cadre-là, il y a une série de volumes, hein, une liste, bah, de plus en plus grande de volumes qui sont parus, dans la GEM depuis 2008, hein, donc je les énumère rapidement. La critique du programme de Gotha, le chapitre 6 inédit du Capital, les premiers et deuxièmes chapitres de l'idéologie allemande, la contribution à la critique de l'économie politique, 2 volumes des écrits de jeunesse d'Engels, les annales franco-allemandes, socialisme utopique et socialisme scientifique, la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, un premier volume du New York Daily Tribune, le livre 2 du Capital, et si je n'en ai pas oublié, aujourd'hui, enfin là, hein, les notes sur Mille. Très bientôt vont paraître un volume de textes politiques du vieil Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande classique, et sont en préparation une série de volumes qui vont paraître dans les années qui viennent, à plus ou moins longue échéance. Donc, l'origine de la famille, 2 autres volumes du New York Daily Tribune, le livre 3 du Capital, et j'en oublie peut-être, hein, il y a des projets qui sont déjà projets qui naissent régulièrement. Donc ça, c'est pour le volet, GEM, collection des éditions sociales, et le second, volet, c'est GEM, en tant qu'association. Alors la fonction de cette association, c'est, de, participer à, de façon très générale, hein, à l'actualité de la recherche sur, le marxisme et l'histoire du mouvement ouvrier. Et ça se fait, de différentes manières. D'abord par une réflexion au long cours sur l'édition, la traduction de Marx, sur les orientations qu'on souhaite prendre au sein de la collection GEM. Donc, en tant qu'espace de réflexion collective et de discussion, hein, il y a plein de choix éditoriaux très généraux qui se posent, hein. Par exemple, celui de traduire aussi Engels et pas seulement Marx, de retraduire certains textes, de proposer un certain type d'édition. Donc la GEM, en tant qu'association, c'est un lieu de discussion pour ça, qui va au-delà des limites de la maison d'édition, hein, ce qui permet de discuter aussi avec des personnes qui traduisent Marx et Engels sans être au jour le jour associés aux activités des éditions sociales, mais aussi d'en discuter avec des personnes qui vont utiliser les volumes à divers degrés sans prendre part au processus de traduction et d'édition. Et la grande activité, disons, hein, de la GEM en tant qu'association, c'est ce séminaire de recherche qui se tient depuis 2015. Enfin, il y a eu entre 2008 et 2010, puis une pause, et ça a recommencé là depuis 10 ans, depuis 2015, avec depuis cette période-là, peut-être 25 à 30 séances qui ont été organisées. Il y en a en général 2 ou 3 par an, dans différentes villes de France et de Belgique, jusqu'ici, si je me souviens. Et les fonctions, enfin ce séminaire a différentes fonctions suivant les cas, hein, mais c'est principalement, soit de présenter des projets en cours, de mettre en discussion un certain nombre de points, de difficultés, soit de présenter des volumes qui sont, parus récemment. Dans les 2 cas, le but est, comme je l'indiquais à l'instant, d'élargir la discussion au-delà du simple cadre de l'équipe elle-même ou des autres équipes de la GEM ou des éditions sociales. Voilà. Et je finis simplement en indiquant que, la GEM a le soutien, financier de la Fondation Gabriel Péri, hein, qui, joue un rôle important pour, tout simplement l'organisation matérielle de ces séances, hein, financer les trajets en train, par exemple. Et que nous avons un site internet, de l'association
sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur, les différents volumes de la GEM, les différents séminaires et site via lequel il est aussi possible d'adhérer à l'association puisque en tant qu'association, il est possible d'y adhérer, et de contribuer par là à, l'existence et aux activités de l'association, comme voilà, sur le modèle de fonctionnement d'une association classique. Je m'arrête là et Jean va nous dire, 2 mots de la méga. Oui, alors je ne vais pas être très long sur la méga, mais c'est quand même effectivement important pour comprendre aussi nos principes de travail rappelés par Alix, et puis avoir une petite idée de ce qui nous sert de base en fait, hein, puisque dans ce travail côté francophone, on prend véritablement appui sur ce qui se passe et ce qui est produit à partir des textes en langue originale. Donc la MEGA, hein, donc la Marx Engels Gesamtausgabe, est un projet qui est un projet d'édition historique et critique des œuvres de Marx et Engels en langue originale, hein, donc essentiellement pour une grande part en allemand, mais pas seulement, puisque la langue originale pour Marx et Engels, ça n'est pas que l'allemand, c'est aussi en bonne partie le français et l'anglais, et parfois quelques autres choses. Euh, il faut avoir à l'esprit qu'il n'existe pas encore aujourd'hui d'édition achevée, hein, c'est-à-dire que c'est un projet qui est en cours, qui a été lancé à la suite de plusieurs autres projets. Je ne refais pas toute l'histoire, hein, mais on appelle ça la deuxième méga en général, parce qu'il y avait un premier projet qui avait été lancé dans les années 1920 en Union soviétique par David Riazanov, et que le projet a ensuite été relancé sous une forme différente en République démocratique allemande, en lien également avec l'Institut du marxisme-léninisme aussi en Union soviétique, au milieu des années 1970. Hein. On vient tout juste de fêter, hein, le 28 octobre de cette année, les 50 ans de l'apparition du premier volume de la Méga, hein, des deux premiers d'ailleurs volumes de la Méga. Et donc, les principes sur lesquels ce projet s'appuie, projet donc, qui a été ensuite transformé à l'issue de la chute du mur de Berlin et repris, et aujourd'hui qui est sous la responsabilité de l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg. Hein. Euh, le, le projet vise donc à présenter l'état des textes tels qu'ils nous sont transmis, qu'il s'agisse de manuscrits, de textes publiés, de présenter toutes les versions dont nous disposons sans transformer, remanier les textes, en mettant en évidence l'ensemble des variantes textuelles qui existent entre éventuellement hein, les différentes versions d'un même texte. Donc c'est un travail extrêmement minutieux qui prend appui également sur la production d'un appareil critique extrêmement ambitieux. Hein. Il faut avoir à l'esprit que pour l'ensemble des volumes, en fait, vous avez non pas un, mais deux volumes à chaque fois, un volume de texte et un volume d'appareil critique qui contient précisément l'ensemble des variantes, un ensemble aussi de notes qui permettent de recontextualiser les textes qui sont produits. Donc c'est évidemment pour nous, à partir du texte en langue originale, un instrument de travail qui est extrêmement précieux. Alors, je vous donne simplement une idée rapide de la manière dont le projet de la méga est structuré. Hein. Donc c'est plusieurs centaines de volumes. Il y a maintenant une partie des textes qui sont édités directement au format numérique, hein, ce qui est intéressant à savoir aussi étant donné la spécificité du texte dont on parle aujourd'hui, puisqu'on on doit aussi avoir ça à l'esprit, puisqu'on produit nous aussi pour la première fois un texte sous format numérique. Donc vous avez en fait quatre grandes sections dans la méga. Hein. La première étant consacrée, disons, aux œuvres au sens plus classique du terme, à l'exception de tout ce qui concerne le capital et la critique de l'économie politique. Texte qui entre dans la section numéro 2, hein, qui est d'ailleurs la seule section de la méga à l'heure actuelle qui soit achevée, c'est la section numéro 2. Et vous avez deux autres sections, la 3 et la 4, hein, respectivement consacrées à l'édition de la correspondance, donc pour la section 3, hein, qui maintenant depuis quelques années
est édité au format numérique. Et pour la section 4, un ensemble de notes prises, hein, les Excerpthefte, notamment de Marx et Engels, hein, donc de notes prises sur des livres lorsqu'ils les lisent. Et donc ça nous concerne très directement pour le sujet d'aujourd'hui, les notes sur 1000, hein, puisque bien, ces prises de notes ont un rôle évidemment à part entière qu'il convient d'étudier. Il y a une partie qui consiste à recopier évidemment, mais on ne fait, Marx et Engels ne font pas que recopier. Et c'est pour cette raison que évidemment ça va jouer un rôle important pour le type de texte dont on parle aujourd'hui. Voilà, je ne fais pas spécialement plus long, on pourra y revenir dans la discussion, mais les liens que la GEM entretient avec la Méga et aussi avec l'équipe, hein, actuellement qui travaille à l'édition de textes à Berlin sous la direction de Gerald Humann, évidemment, ce sont des liens précieux pour nous, pour notre travail au quotidien. Quelques mots rapidement sur les éditions sociales. Alors les éditions sociales, c'est une maison d'édition maintenant qui est centenaire, puisqu'en fait elle a été créée à peu près au même moment que la création du Parti communiste français, donc en 1920. Maintenant, on est depuis 97 complètement indépendant de tout parti. Et on s'attelle notamment donc du coup à la GEM, donc à la traduction, à l'édition des textes de Marx et d'Engels. Et peut-être que je peux revenir un peu là-dessus sur l'histoire un peu de la traduction et l'édition des textes de Marx et Engels aux éditions sociales, hein, puisque ça fait partie un peu de sa colonne vertébrale en fait, même depuis la création de la maison, puisqu'en fait on voit que dès la création, à partir en gros, je pense, si je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas 1925, quelque chose comme ça, on voit les premiers écrits de Marx et Engels qui sont publiés aux éditions sociales. Alors, de manière beaucoup moins scientifique et rigoureuse que ce qu'on fait maintenant, hein, puisqu'à l'époque, l'idée c'était quand même en fait d'éditer rapidement ces ouvrages pour donner accès aux militants et aux militantes. Donc, on n'a pas d'idée, par exemple, de qui sont ces traducteurs et traductrices. Il y a très peu d'appareils critiques. Et aussi, c'est dans des choix de textes très qui sont des textes plutôt politiques de Marx et Engels qui sont publiés à cette époque. Et moi, par exemple, ces textes peut-être un peu plus conceptuels, quoi. Et peut-être que le gros moment en fait qui change entre une édition, parce que l'édition des textes de Marx et Engels en France, elle a une histoire un peu particulière. Je ne vais pas revenir dessus, mais donc les éditions sociales ont joué un rôle dedans. Et peut-être que c'est la grande étape qui se joue, c'est quand Lucien Sèvres arrive aux éditions sociales en 1970 et qui se dit, bon, en fait, il n'existe pas vraiment d'édition scientifique et rigoureuse des textes de Marx et Engels en France, on va s'y atteler. Et donc, il y a un bureau allemand qui est créé aux éditions sociales et qui permet en fait, d'éditer et de traduire ces volumes. Il y a donc des philosophes, des économistes qui arrivent et qui traduisent ces volumes, Jean-Pierre Lefebvre, Gilbert Badia, Émile Bottigelli, et qui permettent un commencement d'édition, disons, scientifique et rigoureuse, et qui nous a permis, en fait, en tout cas, de permettre des éditions de meilleure qualité. Et nous, notre travail s'appuie un peu aussi sur le travail qui a déjà été effectué par ces personnes-là, puisque c'est une aide aussi précieuse quand on se pose des questions de traduction, ce genre de choses, quoi. Euh, et donc, en fait, entre 1970 et 1982, le corpus dédié à Marx Engels, il a doublé aux éditions sociales. Donc, pour vous dire quand même le travail amorcé dans ces années-là par Lucien Sèvres et toute son équipe. Et ensuite, ce projet, il est peu à peu abandonné par, en gros, la direction du PCF jusqu'à, en fait, la faillite des éditions sociales et jusqu'à ce que nous, on revienne en 97 pour créer ce projet de la GEM. Avec Maïwen Roudot et puis Herbert Hall, nous sommes enseignants-chercheurs à Nantes Université et nous avons entrepris la traduction des notes sur James Mill de Marx dans le cadre d'un séminaire de la Maison des sciences humaines. Est-ce que tu veux en dire un mot? Oui, ben, en fait, c'était un séminaire qui s'est intitulé Marx 1000.
C'était un séminaire à l'origine, financé, aussi en partie par la MSH justement. C'est aussi pourquoi on a trouvé intéressant de revenir ici aujourd'hui et qui était financé pour des projets interdisciplinaires et il est vrai que, finalement Herbert, moi et Alain Patrick sommes dans 3 laboratoires, de recherche différents. Et c'était ça un des critères en fait pour pouvoir avoir, le financement pour ce séminaire et ça nous plaisait bien aussi ce caractère interdisciplinaire, parce que chacun de nous, voyait peut-être, différemment le texte et les enjeux aussi qui étaient liés à la traduction du texte. Et ça explique aussi très certainement, bon, on va y revenir, mais je pense aussi notre approche de ce texte qui déjà lui-même est assez particulier, mais ça, je pense qu'Alain Patrick, tu vas en parler. Mais notre approche, c'était aussi d'essayer un peu de dissocier le travail de traduction d'une interprétation globale de l'œuvre de Marx. On a vraiment travaillé de manière très, très empirique, c'est-à-dire qu'on s'est lancé tout simplement dans la traduction ce qui est évidemment, et puis voilà, c'était une sorte d'empirisme qui était un peu nécessaire parce qu'il s'agissait d'un projet interdisciplinaire où les participants avaient chacun un bagage un peu différent. Mais bien sûr, ça ne signifie pas pour autant que les enjeux philosophiques et politiques soulevés par ce texte-là en particulier étaient ignorés, mais ils ont été soulevés par des problèmes de traduction en fait. Hein, et c'est surtout voilà, cette manière de procéder qu'on a appelée un peu micrologique entre nous, qui a guidé un peu notre travail du texte au sein de ce séminaire. Et on a fait effectivement plusieurs séances avec aussi des invités extérieurs parfois, d'autres séances de travail simplement entre nous. Pour essayer d'avancer justement sur les traductions des concepts et sur tous les enjeux hein, qui sont ceux de ce texte à multiples strates. Ouais. Et peut-être, d'ailleurs, on peut préciser d'où vient même le projet. Alors, c'est vrai que c'est pas un projet politique. On s'est aperçu, quand on a organisé le séminaire, nous avons invité aussi des chercheurs de différents pays, du Brésil, aussi d'Angleterre, d'Italie, qui nous ont expliqué l'historique des traductions des œuvres de Marx, et plus spécialement de ses notes sur 1000 dans l'histoire particulière au XXe siècle. Là, qu'on rejoint ce qui a été dit un petit peu sur les éditions sociales, souvent les traductions, elles étaient liées au Parti communiste, alors soit en France, soit en Italie, ou pas forcément. Et donc cette dimension politique, elle interfère forcément avec la dimension théorique parce qu'il s'agissait souvent aussi comme ça a été rappelé, par exemple, d'offrir des textes pour des militants, ce qui est une optique différente que celle de faire un travail plus scientifique. Je dirais d'ailleurs que cette double orientation, elle est peut-être présente aussi chez Marx lui-même, puisque vous avez aussi évoqué l'idée qu'il y a des textes effectivement, qui sont plus politiques. Moi, je dirais des textes très ésotériques, comme le manifeste du Parti communiste, qui appartient finalement à cette même période, enfin, qui suit la période où Marx travaille sur les notes sur dans son séjour parisien entre 1843 et 1845. Donc il y a ce Marx qui écrit, qui publie aussi ses textes. Et puis il y a tout le travail que fait Marx, je dirais son laboratoire personnel, son travail aussi scientifique de lecteur et également de traducteur. Ça nous a intéressé dans les notes de James Mill. Donc, on connaît les sources traditionnelles de la pensée de Marx. On le présente comme étant effectivement influencé à la fois par le socialisme français, par l'idéalisme allemand, la philosophie allemande, en particulier celle de Hegel et de Feuerbach, et puis aussi par les traités de l'économie anglaise. Donc, les notes sur James Mill, bien entendu, appartiennent plutôt à cette préoccupation de lecture critique de l'économie politique, donc lecture critique des théories économiques qui se veulent scientifiques, alors à la fois
des économistes anglais, mais aussi des idéologues français. Il est amené aussi à discuter des études de Tracy. Donc ce travail, c'est un travail scientifique qui est documenté finalement par toutes ces notes de lecture. Euh, il y a un travail très précis sur les textes. Alors c'est vrai qu'il sélectionne certains passages qu'il va recopier, il va s'étendre sur les uns, il va complètement omettre d'autres. Donc c'était intéressant aussi de comparer avec le texte de James Mill traduit par Parisot. Donc nous l'avons fait. Et surtout, ces notes, elles ont la particularité d'introduire également des passages donc où Marx prend ses notes, recopie comme vous l'avez évoqué, puis aussi des passages où finalement il propose sa propre théorie, enfin il développe sa critique. C'est-à-dire ces prises de notes le poussent à réagir au texte de Mill pour donc élaborer sa critique. Et c'est intéressant à ce moment-là. Donc souvent, par exemple, ces passages, ils ont été publiés de façon isolée, comme étant finalement même des premières affirmations, même comme étant une première façon pour Marx de présenter sa propre critique de l'économie politique qui préfigurerait des œuvres plus importantes. Elles sont tellement importantes, ces remarques que fait Marx, qu'elles ont attiré l'attention de chercheurs, enfin de philosophes aujourd'hui, par exemple celle d'Axel Honneth, et puis aussi d'autres collègues, d'autres philosophes en Allemagne, comme Hans-Christoph Schmidt-Ambusch ou Michael Quante. Et c'est aussi ce qui nous a amené à nous y intéresser, parce qu'elles ont été l'objet d'un enjeu aussi de discussions philosophiques, théoriques, autour des théories de la reconnaissance en particulier. On trouverait donc dans ces notes des formulations de Marx tout à fait originales qu'on ne retrouve pas d'ailleurs forcément dans d'autres textes, et en particulier même une idée d'une forme de relation sociale du point de vue économique, donc d'un rapport de production dit humain, c'est-à-dire non aliéné, dans une société non aliénée, donc aux antipodes de ce qui serait la déshumanisation, donc qui est décrite par ailleurs et qui est décrite aussi dans le reste du texte. Donc il y a une spécificité aussi de ce texte qui se situe finalement à la fois dans ce corpus des œuvres originales de Marx, on pourrait dire, et en même temps de ces notes. Et on s'est aperçu que finalement, elles appartiennent elles-mêmes, ces prises de notes sur 1000, à ce qu'on appelle les cahiers de Paris de Marx. Alors, c'est l'expression de Friedrich Engels. Alors, on ne va pas beaucoup. Enfin, vous avez évoqué l'idée d'une édition de Karl Marx et Friedrich Engels. Donc, Friedrich Engels ne participe pas beaucoup à ce travail là, directement sur les notes à partir de James Mill. Néanmoins, Marx les élabore dans la période où il fait la rencontre aussi de Friedrich Engels à Paris. Donc, Friedrich Engels n'est pas présent. Donc, on essaie de compenser dans la fiche là, en présentant aussi la figure de Friedrich Engels, lecteur, c'est-à-dire Marx et Engels tous les deux, donc voilà, sont dans une période donc à la fois militante, on pourrait dire, et une période aussi d'investigation scientifique et donc de lecture avec aussi une posture de lecteur très particulière, ce qui nous a aussi intéressé, leur posture, leur démarche de lecture et de traduction que ce texte finalement révèle. Il nous fait rentrer donc dans ce laboratoire du Marx ésotérique, donc par opposition au Marx exotérique, c'est-à-dire celui qui s'adresse à l'extérieur. Là, on a le Marx qui justement ne cherche pas à publier un texte nécessairement, à publier une œuvre, mais travaille pour lui-même. Alors c'est une période d'autant plus importante que bon, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi, alors que nous, on a mis entre parenthèses d'interprétation globale de l'œuvre de Karl Marx, puisqu'on est dans une période, la période de Paris, c'est la période de ce qu'on appelle les manuscrits de 1844 ou les manuscrits économico-politiques de la fameuse rupture épistémologique discutée, c'est-à-dire est-ce que Marx abandonne effectivement la référence
à la philosophie classique et à l'idéalisme pour développer une conception scientifique. Enfin, si oui, à quel moment. Enfin, voilà. Donc, il y a de multiples enjeux. C'est pas notre objet, nous, de faire une discussion, d'entamer une discussion autour de cette interprétation globale. Au contraire, nous avons cherché d'abord à faire un travail de traduction indépendamment d'une interprétation de l'œuvre de Marx et en tous les cas d'une interprétation d'ensemble. C'est-à-dire ce qui nous intéressait, c'était plutôt de voir si interprétation de Marx il y a, quelle interprétation de Marx émergerait de ce texte assez court et du vocabulaire qu'il emploie. Alors je dis le vocabulaire qu'il emploie parce que c'était très intéressant d'observer effectivement dans quel langage Marx développe sa critique justement de l'économie politique. D'une part, il reprend bien sûr le langage de l'économie politique, mais il le formule surtout dans un autre langage, à savoir le langage de la philosophie allemande, donc un langage de la philosophie critique, avec ses orientations de critique de la religion, qui reprend de Hegel et de son travail avec les jeunes hegeliens, avec Bruno Bauer. Également, on voit il y a effectivement une présence de la phénoménologie de Hegel, mais on voit que cet usage de la phénoménologie de Hegel, c'est aussi un usage critique, donc il lui permet de revenir sur ce qu'il appelle même la superstition concernant les théories économiques qui finalement se conservent même sous une forme plus éclairée ou plus élaborée chez les théoriciens de l'économie politique, en particulier chez James Mill. Donc c'est très intéressant de voir quel est le vocabulaire, quelle est la démarche qu'utilise Marx, qu'il met en œuvre dans ces passages-là. Et ce qui soulève, bien entendu, ben pour nous, on va en parler, des questions aussi de traduction, puisque finalement, on voit aussi apparaître beaucoup de concepts qui font aussi problème dans l'interprétation, mais aussi dans la traduction, non seulement de Marx, mais également de Hegel, c'est-à-dire que ces textes aussi, dans quelle mesure on va les relier avec ces textes de Hegel ou non, et avec d'autres façons de traduire habituellement les concepts de Marx. Alors on s'est plutôt dit que nous n'allons pas forcément admettre, enfin, bien on a cherché ensuite, voilà, a posteriori à homogénéiser, c'est-à-dire à donner une cohérence avec d'autres textes de Marx, en particulier ceux de la Gemme, mais au départ, voilà, on s'est posé beaucoup de questions. Enfin, on a plutôt cherché à voir quels seraient les possibles pour traduire ces concepts si on ne se situe pas, voilà, on va dire, à la fois dans une tradition d'interprétation et dans une tradition de traduction. C'était ça un petit peu la dimension expérimentale. Et on s'est aperçu d'ailleurs que beaucoup des questions de traduction qu'on a été amené à discuter étaient soulever des questions de fond sur des concepts importants de Marx, comme, mais on va parler, voilà, traditionnellement traduits par l'homme, l'aliénation, la communauté, l'essence générique. Donc, on s'est aperçu qu'effectivement, ces concepts, ces difficultés de traduction étaient dues aussi à des difficultés d'interprétation dans l'œuvre de Marx. Et voilà, ces notes donc, elles appartiennent à ces fameux cahiers parisiens, donc comme Engels les appelle. Je pense que l'appellation elle est assez intéressante. Ils sont conservés à Amsterdam. Alors on a voulu aller à Amsterdam. Bon, nous on s'est basé sur l'édition de la Méga que Jean Quétier a présentée, c'est-à-dire l'édition allemande critique. On n'est pas allé on n'est pas allé voir les manuscrits de Marx à Amsterdam, mais ils sont accessibles, on a pu y avoir accès parce qu'ils sont numérisés. Donc il y a un ensemble de cahiers de Marx à cette époque-là qui contient beaucoup d'éléments, je dirais, et puis de textes qui ont pu être publiés justement à l'époque de la première méga en Russie, en Allemagne, en France, en
en cherchant justement à à présenter des œuvres à une dimension systématique. Dans les cahiers, finalement, tout est mélangé. Les prises de notes sur Hegel, sur James Mill, des études de Tracy, des textes qui ont pu être publiés ensuite dans l'idéologie allemande, dans les manuscrits du manuscrit de 1844, au point que certains auteurs, même aujourd'hui, considèrent les notes sur Mill comme peut-être un quatrième des manuscrits de 1844, enfin des manuscrits économico-politiques. Enfin voilà, donc il y a aussi toutes ces questions. Alors là, nous, on ne les a pas abordées de la même façon qu'on a mis entre parenthèses, ce sera peut-être l'objet de la discussion, en tout cas on espère, voilà, nous, ce qu'on a cherché, c'était de mettre à disposition du public une traduction on a essayé d'être le plus neutre possible, mais on sait qu'on ne peut pas être neutre. Et ensuite, on pourra discuter du lien, voilà, avec ces textes de cette période-là, d'autres périodes de Marx, du lien avec Engels. Enfin, voilà, c'était un petit peu ça. Et peut-être d'ailleurs pour en rendre compte, parce que vous n'avez peut-être pas eu forcément l'occasion déjà de regarder ou de lire l'ouvrage en ligne, la publication en ligne. Donc, ouais, Oui, on pourrait donner un petit aperçu du texte et puis de oui. la traduction. Oui, tout à fait. On s'était dit que ce serait bien aussi de lire un peu un passage du texte et puis d'entendre un peu aussi la langue allemande, hein. C'est vrai que Marx n'écrit pas uniquement en allemand. On avait eu cette discussion d'ailleurs avec un chercheur qui était venu à un des moments du séminaire pour savoir si Marx était vraiment un auteur allemand ou pas. Je me souviens. Mais en tout cas, ce texte-là, il est en allemand. Donc, il lit effectivement le texte en français, la traduction en français, puisqu'il est à Paris. Donc, celle qu'il a sous la main, pour ainsi dire, hein, celle de Parisot. Et puis, donc, son texte à lui va être composé de différentes prises de notes. Il y a des notes qu'il prend donc directement comme ça en français. Il recopie simplement le texte. Puis certaines fois, c'est lui qui va traduire le texte qu'il a sous les yeux en allemand, mais tout en essayant de... Enfin, il s'agit toujours, encore une fois là, de citations, hein, mais que lui traduit en allemand. Et puis, il y a donc ces fameux passages aussi où là, il parle en son nom propre, d'une certaine manière, et où il développe ses propres idées, sa propre critique de l'économie politique, ou en tout cas du texte de Mill. Donc le passage que je vais lire, c'est un de ces passages critiques, hein, un des plus longs dans le texte, et il me semble que ce sont aussi les prises de notes les plus fournies, ces notes sur Mill. Donc c'est un extrait à propos de l'argent. Je vais lire d'abord le texte en allemand, puis notre traduction en français. Sehr gut und das Wesen der Sache in einen Begriff gebracht ist es, wenn Mill das Geld als den Vermittler des Austausches bezeichnet. Das Wesen des Geldes ist zunächst nicht, dass in ihm das Eigentum entäußert wird, sondern dass die vermittelnde Tätigkeit oder Bewegung, der menschliche, gesellschaftliche Akt, wodurch sich die Produkte des Menschen wechselseitig ergänzen, entfremdet und die Eigenschaft eines materiellen Dings außer dem Menschen, des Geldes wird. Indem der Mensch diese vermittelnde Tätigkeit selbst entäußert, ist er hier nur als sich abhanden gekommener, entmenschter Mensch tätig. Die Beziehung selbst der Sachen, die menschliche Operation mit denselben, wird zur Operation eines Wesens außer dem Menschen und über dem Menschen. Durch diesen fremden Mittler, statt dass der Mensch selbst der Mittler für den Menschen sein sollte, schaut der Mensch seinen Willen, seine Tätigkeit, sein Verhältnis zu anderen als eine von ihm und ihnen unabhängige Macht an. Seine Sklaverei erreicht also die Spitze. Dass dieser Mittler nun zum wirklichen Gott wird, ist klar, denn der Mittler ist die wirkliche Macht über das, womit er mich vermittelt. Sein Kultus wird zum Selbstzweck. Die Gegenstände, getrennt von diesem Mittler, haben ihren Wert verloren. Also nur insofern sie ihn repräsentieren, haben sie Wert, während es ursprünglich schien, dass er nur Wert hätte, soweit er sie repräsentierte.
Diese Umkehrung des ursprünglichen Verhältnisses ist notwendig. Dieser Mittler ist daher das sich selbst abhanden gekommene, entfremdete Wesen des Privateigentums, das sich selbst äußerlich gewordene, entäußerte Privateigentum, wie es die entäußerte Vermittlung der menschlichen Produktion mit der menschlichen Produktion, die entäußerte Gattungstätigkeit des Menschen ist. Je lis la traduction en français. C'est très bien et c'est avoir mis l'essence de la chose en un concept lorsque Mill caractérise l'argent comme l'intermédiaire de l'échange. L'essence de l'argent, ce n'est pas d'abord qu'en lui la propriété soit extériorisée, mais que l'activité ou mouvement médiatisant, l'acte humain, social, par lequel les produits de l'être humain se complètent mutuellement, soient aliénés et deviennent le propre d'une chose matérielle en dehors de l'être humain, l'argent. Dans la mesure où l'être humain extériorise lui-même cette activité médiatisante, il n'est actif ici qu'en tant qu'être humain perdu pour lui-même, déshumanisé. La relation même des choses, l'opération humaine sur elle, devient l'opération d'une essence extérieure à l'être humain et au-dessus de l'être humain. Par ce médiateur étranger, au lieu que l'être humain même devrait être le médiateur pour l'être humain intuitionne sa volonté, son activité, son rapport aux autres comme un pouvoir indépendant de lui et d'eux. Son esclavage atteint donc le sommet. Que ce médiateur devienne maintenant le Dieu effectif, cela est clair, car le médiateur est le pouvoir effectif sur ce avec quoi il me médiatise. Son culte devient la fin en soi. Les objets séparés de ce médiateur ont perdu leur valeur. Ils n'ont donc une valeur que pour autant qu'ils le représentent, alors qu'il semblait originellement qu'ils n'avaient seulement de valeur qu'aussi loin que lui les représentait eux. Ce renversement du rapport originel est nécessaire. Ce médiateur est par conséquent l'essence perdue pour elle-même, aliénée de la propriété privée devenue extérieure à elle-même, extériorisée, comme elle est la médiation extériorisée de la production humaine avec la production humaine, l'activité générique extériorisée de l'être humain. Herbert. Que dire de plus? Tout est dans ce passage. Donc, je suis très heureux d'être ici. Ça me permet de boucler une boucle qui a commencé en 1960, quand j'ai découvert les manuscrits de 1944 à la bibliothèque de l'Institut d'études germaniques de Strasbourg. Donc, on me permet de rachever quelque chose. Et dans ce qu'on a entendu là, je crois qu'il y a un mot qui m'a frappé à mort, je dirais. C'est le mot entmenscht. Alors, ce mot, c'est un mot rare, que j'ai cru très rare longtemps, mais il n'est pas aussi rare que je l'ai cru, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il se trouve aussi chez Moses Hess, déjà. Et en Moses Hess, au paragraphe 10 de son Über das Geldwesen, qui d'ailleurs n'est pas un texte sur l'essence de l'argent, mais qui est un texte sur l'être argent, l'entité argent, Geldwesen. Et accidentellement, Hess interroge l'essence de l'argent, mais le travail sur le Wesen des Geldes, c'est Marx qui va le faire, probablement après avoir, malgré les discussions qu'il y a, pris connaissance du texte de Hess qu'il avait envoyé auparavant, même s'il n'a été publié que plus tard. Donc, je cite rapidement Hess au paragraphe 10 de son Über das Wesen des Geldes, encore de l'allemand, mais rapide. Wo jede Herzensregung erst versilbert werden muss, ins Leben treten zu können, da ist der entmenschte Mensch auch diesseits. Là où toute émotion du cœur doit d'abord être argentée pour pouvoir prendre vie, là, l'homme mutilé de l'humanité est également ici-bas
il est en train d'expliquer que l'homme était Entmensch dans le ciel, et selon le célèbre parallèle repris par Marx, il va redescendre cet Entmenschung sur la Terre. Et c'est un petit peu à partir de là que Marx va partir. Et c'est autour de cela que, notamment pour les problèmes de traduction, ça m'a frappé. D'abord, Entmensch est difficile à traduire dans sa radicalité. Hess reprendra Entmensch quand il critiquera Max Stirner, qui lui-même avait déjà parlé de Entmensch. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de mot de passe rare entre les jeunes hégéliens. À partir de là, j'ai un petit peu réfléchi sur le seul long texte consacré intégralement à Marx Mill, c'est celui du chercheur chinois Han Luxin, pour qui ce texte de Marx Mill est lui seul, d'une certaine manière, tient tête à tous les autres manuscrits de 1944, et qui va jusqu'à dire de lui que c'est la pierre angulaire, ou le Drehpunkt, le moment de rotation de l'œuvre de Marx. Et pourquoi? Mais parce que quelque chose se passe qui est déjà dans appelons ça une traduction, qui est déjà dans la traduction de James Mill par Marx, c'est ce qu'on a appelé Vermittlung, la médiation. C'est un mot très important, parce qu'il indique les relations interhumaines, c'est le mot Verhältnis. Rapport qui a aussi été un grand problème de traduction hegelienne et marxienne. Et quand nous avons travaillé sur le texte de Mill, nous avons trouvé les deux, proportion et Verhältnis. Et on a vu comment Marx cherchait, en quelque sorte, osciller entre garder proportion et traduire par Verhältnis dans sa traduction de Mill. Et après, dans ce qu'on peut appeler le basculement, quand il parle en son nom propre, mais ne traduisait-il pas déjà en son nom propre? Après, il n'utilisera plus que le Verhältnis. Donc, on a là des affleurements continuels. Et dans la même direction, nous avons été amenés à ne pas traduire une expression qui se trouve chez James Mill, c'est espèce humaine. Et Marx va traduire, ne pas traduire, Menschenespèce. Il va donc fabriquer avec le mot allemand et le mot français une espèce d'entité nouvelle qui correspond d'une certaine manière à la radicalité de sa méditation sur Entmensch. Et je vous disais que je pensais que c'était rare, et en regardant Entmensch sur Internet, je m'aperçois que les premières pages sont entièrement occupées par la production d'un groupe musical scandinave une œuvre chorale. Donc, tout ce qui est Entmensch est occupé des centaines de fois. Et je n'ai pas pu savoir si l'autrice, la compositrice avait lu avec James Mill et Marx. Voilà. Donc, c'est surtout cela qui m'a frappé. Et à partir de là, les points de traduction les plus célèbres, sur lesquels je vais revenir très brièvement, mais nécessairement, longtemps, au fond, les notes sur James Mill ont fait l'objet d'un déni, on pourrait dire. Un déni, parce qu'on les citait qu'à contre-cœur, on les oubliait, etc. Et quand on regarde chez l'un des interprètes les plus perspicaces, chez Frank Fischler,
on s'aperçoit qu'il a beaucoup travaillé sur Entfremdung, Entäußerung, mais qu'il ne fait que très rarement, ou peut-être jamais, appel aux notes sur James Mill. Et de manière contradictoire, parfois il dit qu'il y a une nuance entre Entfremdung, aliénation, et Entäußerung, que nous avons traduit par extériorisation. D'autres fois, il dit que c'est sans importance, que Marx emploie indifféremment l'un ou l'autre, et que d'ailleurs, Entäußerung est subsumé d'une manière ou d'une autre sur Entfremdung. Or, notre texte contraint à considérer qu'à ce moment-là, à ce moment décisif, à ce tournant, Marx distingue, sans les opposer, Entfremdung et Entäußerung, un emploi qui sera de l'ordre de l'entropie plus tard. Ici, c'est une négantropie très poussée qui permet de voir à partir de Abhanden gekommen, c'est-à-dire l'homme qui s'est lui-même, qui s'est perdu lui-même, qui s'est abandonné lui-même, sich selbst abhanden gekommen. Comment là, on a en quelque sorte l'origine même de la Entfremdung, mais que immédiatement l'extériorisation, l'extérioration, la dépossession va jouer comme une sorte d'oscillateur. Je dirais une sorte d'oscillation entre Entfremdung et Entäußerung. Et les deux vont s'éloigner, se rapprocher. Il y a une seule fois Entfremdung et Entäußerung seront l'une à côté de l'autre. Il y aura une sorte d'harmonie entre les deux. Après quoi, ils vont de nouveau se séparer. Et cela se sentira à la fin des notes propres, à la fin des notes en son nom propre, quand Marx opposera, comme il le fait ailleurs, une seule fois ailleurs dans les manuscrits, freie Lebensäußerung et Lebensentäußerung, c'est-à-dire libre émanation vitale ou de vie, et, comme nous l'avons traduit, extorsion forcée, de vie, extorsion vitale forcée. Et je termine, parce qu'il y a bien d'autres affleurements qui m'ont touché là-dedans. Je termine en disant Entäußerung n'est pas le contraire de Äußerung. C'est-à-dire, Entäußerung ne signifie pas que je perds ma manifestation. Dans Entäußerung, il y a toujours une réciprocité. La Äußerung, elle émane de moi. Entäußerung, il y a toujours l'autre et moi. Halb zog sie ihn, halb fiel er hin, comme disait Goethe pour le pêcheur. Moitié tiré, moitié je tombe. Et de ce point de vue, la Entäußerung est un phénomène tout à fait original en tant que tel, comme Jean-Pierre Faye, dès 1963, le montrait dans une recension du père Fresmontant sur Hegel, justement. Voilà un petit peu. Alors, peut-être une dernière chose, une de nos trahisons, entre plusieurs autres trahisons. Je ne parle pas d'extériorisation, aliénation, tout ça. Traduire, c'est trahir. Il faut l'avaler. Mais la Méga 2, comme toutes les autres éditions sérieuses, elle met l'écriture en son nom propre de Marx en gras. Et je me souviens que Jean Quétier avait dit j'ai lu parce que j'étais pas là, en juin, quelque chose, que peut-être que comme Marx n'avait certainement pas écrit en gras, il serait peut-être bon qu'on ne le mette pas en gras. Et finalement, je ne sais pas sous quelle inertie, ou peut-être aussi parce que ces notes en son nom propre sont d'une originalité telle qu'il faut les marquer d'une manière ou d'une autre. Alors, vous prenez d'autres caractères. Donc,
ça ne vaudra pas vraiment le coup. Même si Marx, en écrivant, bon, il ne va pas s'amuser à les distinguer, mais nous, pour le lecteur et pour lui-même, d'une certaine manière, ben, nous avons mis ça en gras. Toutes nos excuses. J'ai un petit peu dit ce que je voulais dire. Merci Rabat, et ça nous permet de faire la transition vers maintenant comment on passe de ce travail de traduction, de réflexion aussi sur les concepts. Alors de Marx, on voit qu'ils peuvent évoluer même à l'intérieur d'une même période, on peut les rapprocher de l'usage des jeunes hegéliens, de l'usage de Hegel, voire même de Schelling dont on n'a pas parlé, du Marx postérieur, donc voilà. Et d'autre part, il s'agit aussi de traduction de Marx. Donc, on a un travail sur la langue allemande. Donc, Marx fait un travail de traduction au, au fil de sa lecture. Donc, il faut quand même que nous précisions que nous avons traduit la traduction de Marx, un peu comme on traduit aussi les traductions de Hölderlin des tragédies grecques. Quelquefois, donc, il y avait forcément, ben, c'est intéressant, il y avait des différences avec le français de Parisot, parce que nous traduisons, nous, Marx en français. Et donc, nous traduisons Marx, traduisant le français en allemand, on le retourne vers le français. Donc, bah, voilà, on ne pouvait pas toujours revenir à Parisot, parce que justement, Marx propose des interprétations, sans parler que Parisot lui-même est une traduction de l'anglais. Et donc, tu as parlé de Moses S, mais ne serait-ce que pour un mot aussi simple que Geld. Voilà, donc l'argent, Geld, est-ce qu'on doit traduire par argent? Est-ce qu'on doit traduire par monnaie? Donc, Parisot, il va plutôt traduire par monnaie. Est-ce que ça traduit mieux le monnaie anglais? Enfin, voilà, donc déjà, sur ce terme, on avait ben, forcément des réflexions. Donc, je pense que ça représente bien l'enjeu de traduction. Donc, ensuite, on se demandait ben, comment vous présenter pour le lecteur et pour l'usager aujourd'hui de cette traduction française qu'on assume, comme tu dis, Herbert. Il faut peut-être quand même donc, pouvoir repérer, même pour le lecteur français qui n'est pas germaniste, des mots allemands qui font partie même du vocabulaire philosophique, ce que tu as évoqué, Entäußerung, voilà un certain nombre de mots allemands pour les distinguer dans leur spécificité, les rapporter à Parisot, donc rendre compte peut-être des moments où Marx traduit différemment pour nous, enfin le note français va être différent de celui de Parisot. On a voulu aussi préciser, comme pour essayer de rendre compte du travail, c'est ça, on voit tout Marx artisan de la langue, Marx artisan de la traduction, donc les moments, les passages qu'on a comparés avec Parisot, donc quand est-ce qu'il saute des passages, donc on a décrit un peu ce que faisait Marx, donc on a voulu rendre compte un petit peu de tous ces aspects, évidemment, ça donne, c'est difficile, ça donne un texte peut-être compliqué, donc, on a réfléchi avec la GEM, les éditions sociales. On s'est dit peut-être ça peut être intéressant de trouver un autre format d'édition, enfin plus exactement d'utiliser le format numérique. Et donc, peut-être Clara, vous voudrez nous en parler un peu, enfin, ou nous montrer, voilà, ou peut-être nous-mêmes nous donner un mode d'emploi de ce livre numérique, voilà, qui peut être, alors on est bien conscient d'un abord peut-être un peu, qui peut apparaître un peu complexe, mais voilà, qui en même temps. De notes. Voilà, c'est ça. Des centaines de notes. C'est ça, mais comme on l'a entendu peut-être aussi, la pensée de Marx est quand même aussi une pensée très complexe, on travaille assez complexe. Enfin voilà, on n'a pas voulu forcément, enfin on a voulu faciliter d'un côté, puis en même temps de rendre compte vraiment de la démarche de Marx. Quelquefois même on a utilisé des néologismes, on a essayé d'être proche vraiment de son rythme. Voilà. Donc, Bon, bah, d'abord, je voulais encore vous remercier une nouvelle fois pour l'invitation à l'Université de Nantes. C'est la première fois pour la GEM qu'on vient ici. Et je pense qu'on peut dire qu'on est toutes et tous très heureux et très heureuses que cette séance des présentations des notes sur 1000 puisse se tenir aujourd'hui après plusieurs années de travail et de dur labeur. La séance d'aujourd'hui, elle revêt une importance assez particulière hein, parce qu'en fait, on présente pour la première fois une véritable édition numérique de la GEM, donc consacrée aujourd'hui aux notes sur 1000 de Karl Marx. C'est un jalon un peu significatif pour nous dans l'histoire de notre projet hein, et une étape qui, en un sens, nous ramène à une des intentions fondatrices de l'édition.
Donc, je vais structurer mon intervention en 3 temps. Je reviendrai d'abord sur l'intention fondatrice de la GEM et sur les raisons qui expliquent que son versant numérique n'a jamais pu être réalisé jusqu'à aujourd'hui. J'examinerai ensuite le rôle de la méga digitale dans la relance de ce projet. Et enfin, je montrerai pourquoi les notes soumises ont constitué un terrain privilégié pour inaugurer notre première édition numérique. Et j'exposerai les choix éditoriaux concrets qui m'ont guidé notre réalisation. Donc en fait, lors de la création de la GEM, notre objectif principal était de rendre disponibles en langue française les textes de Marx et d'Engels dans des éditions critiques et scientifiques. Comme on vous l'a rappelé, il y avait un véritable manque dans le paysage éditorial francophone. Il n'y avait pas vraiment d'une édition sérieuse, systématique. Et donc, nous, c'était notre objet, quoi. Ce projet s'est concrétisé en 2008 avec la publication du programme de Gotha de Karl Marx, donc le premier volume de la GEM. Et en fait, on peut voir dès les premiers documents programmatiques, la GEM ne concevait pas seulement comme une série d'ouvrages papier, elle se projetait explicitement comme une édition numérique en premier lieu, et le papier, par contre, était pensé comme une seconde étape, dérivée et stabilisée à partir d'une base électronique. Donc en fait, dans le volume consacré au programme de Gotha, donc j'ai découvert aussi plein de choses à ce moment-là, puisque j'étais pas encore là en 2008 lors de l'élaboration de la GEM. On peut lire un passage fondamental que je vais vous lire. La GEM est d'emblée conçue sous une double forme. Forme électronique en premier, forme papier ensuite, dont la version électronique sera la base de réalisation. La primauté accordée à la forme électronique a pour avantage décisif d'autoriser une conception évolutive de la GEM. La forme électronique rend également réaliste plusieurs ambitions spécifiques de la GEM, notamment celle d'éclairer pleinement le lecteur sur les choix de traduction et celle d'offrir, pour l'œuvre entière, des index très développés qui constitueront l'un des apports les plus décisifs de cette grande édition. Donc ce passage, il témoigne quand même d'un projet extrêmement clair. La GEM devait être, à l'origine, une édition vivante, modifiable et en constante évolution, rendue possible par le numérique. Bon, or, cette ambition n'a pas pu être concrétisée au cours de maintenant quasi 20 ans. Plusieurs facteurs l'expliquent. D'abord, des obstacles techniques, tout simplement. On ne disposait pas de ressources humaines, ni même de compétences nécessaires pour développer une véritable édition numérique. Des obstacles financiers. La fabrication d'un ouvrage numérique, malgré des apparences, demande quand même un investissement important. De plus, à l'époque, il n'existait pas du tout, par exemple, d'aide au développement d'un service numérique dans des maisons d'édition, etc. Puisque, en fait, la GEM aussi s'appuie, ça peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais aussi sur des aides du Centre national du livre, ce qui nous permet quand même de financer nos traductions et que sans eux, c'est un projet qui serait beaucoup plus compliqué. Et enfin, il n'y avait pas de plateforme pérenne qui nous permettait de mettre ces éditions un peu évolutives, modulables. Et en plus, ces difficultés elles doivent être replacées dans la structure même qu'est notre maison d'édition. Les éditions sociales, c'est une petite maison d'édition indépendante et critique, donc, dont l'équilibre financier reste fragile. Donc il était impossible pour nous de mener simultanément un projet de grande édition papier et en même temps de faire une édition numérique sérieuse. Donc, même si aujourd'hui, on peut le noter quand même, une partie de nos publications sont disponibles sur Kern, il ne s'agit pas pour autant d'un véritable projet de publication numérique pensé comme tel. Kern constitue juste un moyen d'une plateforme de diffusion pour nos ouvrages. Donc, cette espèce de hiatus entre une intention fondatrice et une réalité matérielle que la parution des notes 100 000 vient quand même combler. Et un élément extérieur a un peu joué un rôle d'accélérateur, c'est le développement de la méga digitale, c'est-à-dire l'édition électronique de la Marx Enkelgesamtausgabe. Cette édition numérique, elle concerne seulement les sections 3 et 4 de la méga, c'est-à-dire les correspondances et les notes, ce qu'on peut appeler les notes. Donc ce projet a démontré de manière très concrète qu'en fait, il était possible qu'une édition numérique était possible. Elle propose donc une plateforme web où les livres, où les correspondances et les notes sont consultables, un accès direct au texte, la possibilité de chercher dans le texte, mais aussi de faire apparaître ou non certaines strates du texte, c'est-à-dire par exemple les notes ou ce genre de choses, quoi. Donc ce modèle, il correspond vraiment. Je vous invite à aller voir la méga digitale, tout est disponible en plus, donc c'est merveilleux. Donc ça se rapproche un peu de ce que nous on avait prévu à l'origine pour la GEM. Donc ça nous a montré que c'était possible. Bon, même s'il faut le dire qu'on ne peut pas développer un projet aussi ambitieux que la méga digitale de notre côté pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'on ne dispose pas du tout des mêmes ressources.
que donner accès gratuitement à l'ensemble des textes n'est pas possible pour notre structure qui dépend encore beaucoup de la vente des ouvrages. Et enfin, que la lecture numérique, notamment au format EPUB, reste encore peu démocratisée en France et les usages scientifiques y sont moins établis. Donc, pourquoi commencer par les notes sur 1000 pour ce projet d'édition numérique? Ce choix, il n'est pas du tout fortuit, puisqu'en fait, ce texte présente des défis majeurs qui le rendaient particulièrement adapté à une première édition numérique. Tout d'abord parce que ce texte, on l'a dit, c'est une prise de notes de Marx à la lecture de l'ouvrage 2000. Donc, c'est une pratique courante chez Marx de prendre des notes sur ses ouvrages. La section 4 de la méga peut en témoigner. Mais donc, du coup, c'était la première fois pour nous qu'on publiait ce type de texte. Ça, c'est pas un manuscrit, c'est pas un texte qui va être publié, c'est pas une correspondance. Donc, c'est plutôt un ensemble qui est composé, donc on l'a vu, d'extraits du texte de 2000, de traductions partielles effectuées par Marx, de passages où Marx note, abrège ou réécrit, et enfin des passages où Marx cesse de résumer 1000 et pour développer ses propres analyses et ses propres considérations théoriques. Autrement dit, en fait, c'est un texte complètement stratifié où coexistent plusieurs régimes d'écriture. Donc l'un des objectifs, nous, centraux, était de permettre au lecteur et à la lectrice de suivre cette logique interne de prise de notes, d'identifier ce qui relève de 1000, ce qui relève de Marx traducteur, ce qui relève de Marx théoricien. Deuxièmement, c'est un texte très court. L'édition papier devenait difficile en fait à justifier, sauf à l'entourer par un espèce d'appareil critique disproportionné. Donc le format numérique, au contraire, nous permettait de publier ce texte-là sans une contrainte de volume. Et donc la question centrale, c'était comment on fait apparaître ces différents strates sans compromettre la lisibilité du texte et tout en respectant les exigences scientifiques de la GEM. On s'est posé beaucoup de questions, on a eu beaucoup d'idées. L'idéal, nous, dans notre tête, ce qu'on aurait voulu, c'était un espèce de système un peu interactif qui pourrait faire apparaître ou disparaître les strates du texte selon les types de lecture souhaités. Toutefois, c'était complètement impossible face aux contraintes du format EPUB qui devait rester lisible sur des appareils variés et pour tout le monde. Donc, ça rendait difficile ce type de format. Peut-être qu'avant d'entrer dans le détail de ce qu'on a voulu faire, je peux peut-être dire un mot sur la structure concrète du volume. Donc, l'édition comporte tout d'abord une introduction qui replace les notes sur 1000 dans la pratique, qui replace les enjeux conceptuels et les enjeux conceptuels de Marx de ce texte, etc. Ensuite, elle est suivie d'une note idéale qui expose les principes retenus et donc un peu le mode d'emploi de lecture. Et enfin, l'ensemble est accompagné d'un appareil critique, des commentaires des traducteurs, des rappels terminologiques quand il y en avait besoin. Voilà. Donc cette structure, elle a été pensée pour donner un peu un cadre de lecture au lecteur et à la lectrice avant d'aborder un texte qui est un peu compliqué par sa nature. Donc on a travaillé avec la Nordcompo, qui est l'entreprise qui a réalisé cet EPUB pour nous, donc on est arrivé à une espèce de compromis entre intelligibilité scientifique et exigences techniques. Donc ce compromis repose sur une triple distinction visuelle très nette. Je vais partager aussi pour les gens sur Zoom le texte de Marx, donc c'est-à-dire ses prises de notes, sa traduction, c'est en noir et en roman. Le texte 2000 repéré dans les notes de Marx, c'est-à-dire quand Marx ne traduit pas vraiment 1000, quand il manque des mots, etc. Ça apparaît entre crochets et en bleu. Et enfin, les passages où Marx développe sa propre pensée, comme l'a dit Herbert, c'est en gras. Et ensuite, il y a les notes, par exemple ici, qui concernent, qu'on fait apparaître et qui sont soit les termes allemands lorsque c'est nécessaire ou des commentaires des traducteurs pour noter, par exemple, quand Marx passe des passages de 1000, quand il omet certains mots, etc. Donc ce dispositif, il a plusieurs avantages. Donc déjà, il rend immédiatement visible l'articulation entre le texte de Marx et de 1000. Il permet d'identifier les choix de traduction, les omissions et les modifications. Il met en évidence les moments de transition entre lecture, traduction, élaboration conceptuelle. Et il offre du coup un outil précieux pour les chercheurs et les chercheuses qui est conforme à l'esprit scientifique de la GEM. Cette transition vers une édition numérique, elle a été assez exigeante et a nécessité de nombreuses lectures entre les traducteurs et traductrices et l'équipe éditoriale. Je pense que vous pourrez en témoigner, que ça n'a pas été une mince affaire. C'était
compliqué et rigoureux, nous, de le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était la première fois, en tout cas, que le travail de traduction n'avait pas été réalisé dans le cadre habituel de la GEM, c'est-à-dire que vous avez réalisé dans le cadre du séminaire Marx Mill. Et donc, nous, on n'a pas été présents dès l'élaboration, en fait, du volume et de la traduction. Donc, il a fallu comprendre les manières de travailler de chacun et de chacune, d'intégrer les choix et aussi de les adapter à nos exigences éditoriales, aux exigences éditoriales de la GEM. Et aussi parce que, maintenant, aux éditions sociales à la GEM, le premier volume date de 2008. Donc, on a un peu l'habitude, on a une longue expérience de publication de ces volumes, des textes de Marx et d'Engels. Mais cette expérience, elle était... mais c'était une expérience d'édition papier. Et donc là, on était dans une expérience un peu inédite d'une publication numérique. Inédit, déjà par le statut du texte, par le support numérique et par les contraintes techniques. Donc il a fallu avancer prudemment, tâtonner, inventer de nouvelles méthodes de travail. Et à l'avenir, nous, il faudra surtout formaliser ces méthodes, partager ce qui a fonctionné et ce qui a été plus difficile, afin de poser les bases d'une véritable chaîne éditoriale numérique pour la GEM. Et je pense que cette séance, elle peut aussi constituer une occasion d'en discuter collectivement de tout ça. Donc, pour conclure, on peut dire que la publication numérique des notes sur 1000 est donc à la fois une première et un retour. Une première parce que c'est la première fois qu'il y a une véritable édition numérique de la GEM, et un retour parce qu'elle accomplit ce qui avait été conçu depuis le début dans le projet. Donc, en proposant ce texte format numérique, on redonne vie à l'idée d'une édition numérique de la GEM, une édition évolutive, peut-être susceptible d'être enrichie, corrigée ou complétée, et nourrie par des recherches futures. On espère que cette première étape ouvre la voie à une nouvelle série de publications électroniques, conforme à la vocation initiale de la GEM, c'est-à-dire offrir des traductions rigoureuses et des éditions capables d'accompagner le mouvement même des études marxiennes et marxistes. Merci beaucoup. À la fois pour la présentation, puis tout le travail effectué, effectivement, ensemble là, depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux éventuellement montrer aussi la méga digitale? Ouais. Donc, faire si ça fonctionne, hein. Donc maintenant, vous n'allez faire que des éditions numériques ou comment est-ce que vous voyez la suite? C'est une bonne question. La méga Vous allez digitale. revenir à votre objectif de départ qui était finalement celui-là. Peut-être en attendant, on peut préciser, puisqu'on parle effectivement de la méga, donc de l'édition allemande. L'édition allemande, elle, n'a pas publié donc les notes sur 1000 comme un volume indépendant. Donc, elle se trouve effectivement dans la 4e section consacrée aux notices, aux prises de notes de marque. Donc, elle se trouve séparée également aussi d'autres textes comme les manuscrits de 44. Mais elle est aussi présente en 2 endroits différents parce qu'il y a une suite, donc et voilà, donc nous, on a proposé aussi une des premières éditions des notes sur 1000 comme constituant une sorte de tout, quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire toutes les notes dans leur ensemble, avec toutes les interventions de Marx. On n'a pas parlé effectivement de l'historique des traductions françaises, alors elles avaient été traduites, mais de façon ponctuelle. Alors par exemple, dans l'édition de la Pléiade, on retrouve des extraits, mais justement, ils ne sont pas présentés sous la forme d'une unité, donc c'était ça aussi ce qu'on avait recherché, faire un petit volume. Euh, il y a une unité justement de ces notes, commentaires. Peut-être simplement dire un mot sur cette question numérique pour éventuellement ajouter 2 choses sur ce qui existe déjà et aussi pour répondre à la très bonne question de Maïwen. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire aussi après? Il faut ajouter peut-être le fait que ce qui existait dès le départ, qui a été quand même réalisé au tout début. Oui. Je dis ça parce que si jamais Serge Golikov nous entend, il ne sera pas content si on ne l'évoque pas. C'est le fait que existe, grâce à la MSH de Bourgogne, depuis un certain nombre d'années, sur un portail qui s'appelle Pandore, tout un travail de numérisation alors de textes anciens, c'est-à-dire des premières traductions françaises
de Marx. Alors beaucoup de textes, soit de la toute fin du 19e siècle, soit de la première moitié du 20e siècle. Et donc, ça c'est aussi, alors c'est évidemment pas exactement sur le même plan que des éditions critiques, mais c'est aussi important dans la continuité du travail sur les différentes éditions de Marx et d'Engels en France. Donc voilà, ça c'est un point peut-être qu'on peut évoquer. Deuxièmement, il y a la question du lien avec la plateforme Kern, dans la mesure où il y a aussi déjà actuellement maintenant, par l'effort de numérisation des volumes GEM papier, un certain nombre de volumes. Alors je sais, est-ce qu'ils y sont tous, Clara, les volumes de la GEM sur Kern ou... Non, je crois pas, c'est en cours parce que, enfin, donc du coup, on est forcément, il y a le temps de l'adaptation en fait de nos livres papier en numérique, quoi. Donc nous, en fait, on fournit les fichiers InDesign de nos bouquins et après, eux les transforment en livres numériques. Donc il y a ce temps-là aussi qui est incompressible et qui dépend plutôt de l'activité de Kern, quoi. Donc là, pour l'instant, je peux regarder ce qu'il y a. J'ai regardé tout à l'heure en plus, mais Là, on voit déjà oui, c'était bon. Hop. grande édition Marx Engels en bas. Ah oui, oui, c'est là, je l'ai cherché. Donc en fait, là, pour l'instant, sur le portail donc, de Pandore, il y a en fait oui, les anciennes éditions jusque 1914, je crois, c'est ça, non? Non, peut-être plus quand même. Ça va, je pense que ça va au-delà, je crois que c'est jusqu'en 1939 au moins, Ouais. il me semble, hein. En tout cas, il y a des ouvrages de l'entre-deux-guerres, hein, Oui, oui, pas 1939, 1939, bah, mais voilà. des ouvrages du bureau d'édition. Et donc oui, donc là, c'est que les éditions françaises des textes de Marx et Engels qui ont été publiés, oui, donc du coup, au début du XXe siècle, quoi. Oui, donc, qui est déjà un peu un effort d'essayer d'avoir une espèce de... Parce que l'idée, en fait, c'était d'avoir, surtout par l'édition numérique, des espèces d'outils pour aider à la compréhension des textes de Marx et Engels et surtout aider les chercheurs et chercheuses à, sur leur étude de Marx, quoi. Et donc, du coup, tous ces outils entre l'édition numérique de la GEM, cette plateforme Pandore, quoi, l'idée, c'était de créer une espèce de boîte à outils pour les chercheuses et les chercheurs. Et sur Kern, alors, le capital, livre 2, il est, ouais. Donc, il est disponible. Et après, il y a... Pour l'instant, il y a 5 volumes de la GEM qui sont disponibles. 6. Donc il y a le Capital, les Annales, les Écritures de Engels, la contribution à la critique de l'économie politique et le programme de Gotha. Vous pourrez voir notre superbe document programmatique de la GEM. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment on va... Enfin là, déjà, on va voir un peu... C'est une première expérience de l'édition numérique. Donc je pense qu'on va voir là comment ça se passe au niveau des lecteurs et des lectrices, les retours, etc. Et je pense qu'on adaptera en fonction. En tout cas, l'idée pour l'instant, c'est de continuer de toute façon les ouvrages papier. Ça, c'est clair. De les mettre sur la plateforme, Kern. Et après, essayer de développer ça. Mais c'est vrai que ça nous a demandé quand même de repenser vraiment profondément nos manières d'éditer les bouquins, quoi. Puisque du coup, la chaîne du livre est un peu transformée, même pour des systèmes de relecture, etc. En fait, relire sur un EPUB, bah, c'est pas du tout la même façon que de relire pour un livre papier. Enfin, et ça implique des contraintes techniques qu'on n'a pas encore pour l'instant hyper bien résolues. Donc là, il faut qu'on pense, je pense, un peu à notre marche à suivre et à comment on peut faire ça mieux. Et en tout cas, dans des conditions meilleures pour nous, quoi. Juste un tout dernier point sur cette question-là, pour aller vers l'avenir. Enfin, il me semble que peut-être l'intérêt aussi de l'expérience qu'on a aujourd'hui et le résultat de ce travail, c'est d'avoir aussi peut-être un débouché pour des types de textes, et Clara l'évoquait, et puis c'est aussi ce que je crois que tu disais Alain Patrick tout à l'heure, pour des textes compliqués à éditer et qui présentent malgré tout un intérêt qui est tout sauf anecdotique, un vrai intérêt théorique, aussi une vraie réception dans l'histoire du marxisme et dans l'histoire intellectuelle plus généralement. C'est d'avoir ce format-là, et
Je pense notamment à d'autres en fait, textes qui sont dans la section 4, qui font l'objet de discussions, typiquement tout ce qui va être cahier ethnographique de Marx, où là encore, hein, bon, bien sûr, il existe déjà des choses qui ont été faites, y compris par d'autres éditeurs, mais où le format numérique pourrait précisément aussi être une solution peut-être plus commode, plus utilisable aussi pour les chercheuses et les chercheurs. Donc, à mon avis, on a peut-être une piste pour travailler sur voilà, des types de textes spécifiques dans la GEM qui ne fonctionneraient pas forcément sous la forme du volume papier. Donc, on pourrait envisager ça sans doute. En tout cas, c'est aussi l'intérêt des séminaires de recherche de la GEM, c'est de soulever précisément ce type de questions pour qu'on puisse nous réfléchir à la manière dont on va procéder dans les années qui viennent. On pourrait aussi y penser pour enrichir, par exemple, des volumes déjà existants. C'est vrai que des fois, on se pose beaucoup la question des annexes. Ouais. Et quand c'est Ouais, des livres c'est papier, on est un peu Ouais. limité parce qu'en fait, on ne peut pas non plus mettre 15 000 annexes, quoi. Donc, on essaie quand même d'avoir des annexes dans chaque livre de la GEM, donc des index, mais aussi d'autres textes, par exemple de Marx, ou d'autres textes de ses contemporains, etc. Et donc, l'idée aussi, c'est peut-être que le format numérique de la GEM, ça serait ça, quoi. Avoir des espèces d'annexes plus qui pourraient accompagner la lecture du livre par la suite, quoi. Ça aussi, ça sera par exemple à réfléchir. Alexandre? Vous dites que vous avez traduit plus ou moins, enfin, vous avez voulu faire une sorte de traduction hors tradition, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez trouvé ça plus facile, délester du poids, on va dire, de l'histoire des termes? C'était facile ou difficile de s'écarter de les traductions d'interprétation, et est-ce que Est-ce que nous sommes arrivés à des résultats effectivement très, très différents? Herbert? Herbert. Je réponds. Disons qu'il y a eu, au départ, et ça se traduit dans notre introduction, la décision de faire en quelque sorte table rase de tout ce qui avait été fait, notamment de ce qui s'était en quelque sorte cristallisé Ouais. comme coutume de traduction. On dit, voilà, aliénation est une traduction parfaite pour Brenfremdung, donc on n'a plus besoin de chercher. Puis il suffit de chercher dans une autre direction. Et puis, donc, nous avions commencé assez radicalement et peu à peu, on a vu que tout n'était pas possible et que nos décisions de tenir compte des préfixes, des suffixes, de tenir compte de la textualité intégrale, c'est-à-dire du fait que les synonymes ne sont jamais des synonymes et que si Marx a deux termes différents pour une chose, ben, on va les traduire le mieux possible. Et peu à peu, je dirais, tout ça s'est un peu adouci. Et on a retrouvé, je sais pas si vous êtes d'accord, on a retrouvé en partie la tradition des traductions. Aussi parce qu'à la GEM, il y a un certain nombre de prérequis de traduction pour certains termes, pour que, comme ce qui se passe pour Freud ou pour Hegel, pour que les gens s'y retrouvent hein, au fil des volumes. Donc il y a à la fois l'originalité absolue de ce texte qu'on a essayé de respecter intégralement, et puis en même temps le fait que, là on vient de rééditer l'article de Judith Schulanger sur les précurseurs, Marx, précurseur de lui-même. Donc on a Marx dans son entièreté dans ce texte, et en même temps, on est attiré par ce fait qu'il a été précurseur pour la plus-value, par exemple, ou la survaleur, comme on dit. Et voilà, donc il y a eu un tropisme à partir, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, camarades, mais il y a un tropisme d'une radicalité qu'on a essayé de maintenir, et puis de certains compromis, on va dire. Alors, compromission ou pas. Voilà. En tout cas, oui, c'était plus difficile, et c'est ça qui était intéressant. On s'est même mis, c'est pas sans aller jusqu'à Georges Perec, mais à la rigueur, on voulait faire une traduction de Marx sans aliénation et sans homme.
à la fois, c'est des questions de traduction, peut-être aussi justement liées à l'interprétation. On n'a pas reculé dans un premier temps, en tous les cas, devant les possibilités de néologisme, donc de produire non seulement des nouvelles façons de traduire, mais peut-être même des mots nouveaux. D'ailleurs, Herbert, tu en as rendu compte. Oui. Par exemple, voilà, donc évidemment, un Toy Story, on a beaucoup discuté. Pour le Mindbase, Par exemple, le notamment Mindbase. pour la communaissance, l'essence commune, l'être en commun, comme disent l'autre, à juste titre. Donc là, on a quand même relativement innové. Ah oui, c'est ça, et comme par hasard, voilà, c'est ça, c'est Gemeinwesen, la communauté, donc la commune, le communisme, Oui, c'est ça. l'homme, l'aliénation, qui faisait des propositions, et on a proposé aussi des solutions. Peut-être rajouter. Je crois qu'on a été fidèle au rythme d'écriture de Marx, parce que c'est un rythme très, très original, par juxtaposition, par une sorte d'oscillation perpétuelle, oui, par fulguration en même temps. Et il me semble qu'une des qualités de notre travail, c'est justement d'avoir un peu forcé le français, comme Hölderlin disait. Quand je traduis, je vais jusqu'au bout de l'élasticité d'une langue, et quand l'élastique casse, je m'arrête. Bon, on a essayé de faire un petit peu comme ça. Et c'est vrai que notre défi, c'était aussi justement de traduire l'intégralité et pas uniquement les moments où il est ce qu'on a appelé les moments en son nom propre. Mais tu as tout à fait raison, Herbert, quand tu dis que quand il traduit lui-même ou quand il prend même ses notes, c'est aussi en son nom propre quelque part. Donc l'idée, c'était quand même de rendre ce tout, mais il fallait d'autant plus peut-être aussi donner ces moments aussi d'éruption, enfin les moments critiques qui sont un peu des moments on voit bien hein, parce que certains commentaires, c'est juste oh, cet ennuyeux brouet. Enfin voilà, au début, ça commence comme ça, les critiques, c'est une phrase. Et puis, ça augmente et à un moment où vraiment on a plusieurs pages là où il va développer beaucoup plus son point de vue. Donc, c'était cette idée-là. Et puis aussi, le fait de dire, il critique justement à ce moment-là, il critique aussi l'abstraction de la loi économique dans l'économie politique et cette espèce de fixation de la loi. Et lui, à côté de ça, ce qu'il nous montre, c'est aussi un texte en mouvement. Il veut s'opposer à toute cette staticité. Et donc, on voulait aussi un peu rendre ça dans le texte lui-même, en fait, en quelque sorte. Oui, la rupture stylistique aussi avec le texte de 2000 traduit par Parisot, qui lui est très conservateur sur le plan de la langue française. Euh, on parlait tout à l'heure effectivement d'Engels qui donnait les trois sources du marxisme, la philosophie allemande, l'économie anglaise, le socialisme français. Aujourd'hui, on parle également d'une quatrième source à juste titre, c'est la littérature allemande. Marx, d'ailleurs, Engels disait qu'il était un orfèvre de la langue, donc on a été très attentif au Marx écrivain, avec aussi son style qui peut être aussi très abrupt. Romantique. Voilà, c'est ça. Alors, et dans notre traduction, peut-être elle va être encore plus abrupte, comme tu disais, Herbert, parce qu'elle traduit l'allemand. Donc, ce qui peut être à la rigueur plus naturel en allemand va apparaître encore plus avec plus d'étrangeté en français. Par exemple, je peux au hasard, je vais vous lire un extrait de Parisot, là, euh, par opposition à ce que tu as lu, Manuel. Lorsque la portion de capital donnant ce produit plus faible est réclamée pour la culture de la terre, on peut l'employer de deux manières. Soit à une terre du second degré de fertilité mise pour la première fois en culture, soit à une terre du premier degré de fertilité pour laquelle on a déjà employé tout le capital qui pouvait lui être appliqué sans une diminution de produit. Ça, c'est le style de Mill et de Parisot. Donc, évidemment, par rapport à ce qu'on a, enfin, alors là, on ne parle pas de la traduction de Mill par Marx, mais de sa propre langue. Mais voilà, donc on a voulu aller dans le sens de cette rupture stylistique de Marx. Je pense que ce qui se passe là, plus tard, je ne me souviens plus où, Marx se moquera de la folie calculatrice et quantificatrice de Mill. Et il me semble qu'il se passe, quand intervient le texte propre, il se passe quelque chose comme la transformation de la quantité en qualité. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là?
je suis en train de parler de la conversion des lingots d'or en pièces de monnaie, mais mon Dieu, il y a une toute autre conversion, faire Van Loon, dont je vais parler longuement dans celui-ci. Donc, il m'a semblé qu'il y a ce que Hegel appelle Knoten der Maßverhältnisse, le nœud des rapports de mesure, les rapports, qui fait que tout d'un coup on tombe, Hegel appelle une sorte de démesure, et l'écriture de Marx procède d'une certaine, disons, au-delà de toute mesure et surtout au-delà de tout calcul pécuniaire finalement, qui caractérise l'économie politique. Et selon nous, et qui devient la nouvelle économie politique, c'est-à-dire une critique immanente et transcendante en même temps de l'économie politique. Oui, alors en fait, moi, ma question s'adresse plutôt à l'éditeur. J'ai feuilleté cette nuit, et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est ces trois registres de lecture là, dont vous parliez tout à l'heure. Donc, très trivialement, le texte en noir, le texte en bleu, le texte en gras, qui sur le plan épistémologique est formidable. Alors là, ça concerne une traduction d'une lecture de Karl Marx d'un auteur, mais est-ce que, en tant qu'éditeur, vous pourriez imaginer ça, ce support de mise en perspective de la pensée de Marx par rapport à des lectures qu'il a fait en écoutant tout à l'heure l'introduction d'Alain Patrick et puis ce que Herbert tu as dit concernant le fait que ça t'avait fait penser à Moses Hess, ça m'a fait penser à un texte que j'ai retrouvé là, un texte de Haber, Stéphane Haber, Oui, sur la critique de l'argent, oui, c'est très ça, avec les trois premières étapes, oui. L'argent comme mesure de valeur, l'argent comme moyen de circulation, et puis l'argent comme puissance autonome et médium social. Enfin bon, comment il progresse. Et donc, est-ce que, en tant qu'éditeur, voilà, le numérique ne pourrait pas vous permettre ça, quoi, de voir comment la pensée d'un auteur, de faire apparaître visuellement, parce que là, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est immédiat, c'est visuel. Moi, ça m'a sauté aux yeux cette nuit. Voilà. Alors, on a tout un travail cognitif à refaire, parce que notes de bas de page, fin d'ouvrage, bon. Mais là, c'est immédiat. Et je trouve que sur le plan épistémologique, ça nous fait avancer beaucoup plus vite. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà, je pensais à ça là, quand tu as parlé de Moses Hess, parce que je ne sais pas si on l'a abordé dans la traduction, il ne me semble pas, mais moi, enfin, je n'ai pas participé à toutes les séances. On traduisait Marx Mills, mais on n'abordait pas la question telle que Moses la posait. Oui, l'introduction expliquait ce qu'on s'est retenu de faire, oui. C'est-à-dire ce que j'ai essayé d'esquisser, quelle est la portée des notes, puisque cette portée a été longtemps méconnue, et peut-être que depuis 2008, lire les manuscrits de 1944 et puis le numéro d'études germaniques de 2023, c'est par Moses Hess qu'on recommence à reconnaître l'importance des notes de Marx, parce qu'on reconnaît Moses Hess, qui a été longtemps sous-estimé. Et Moses Hess, c'est un texte absolument sur l'essence à argent, si vous voulez. C'est un texte absolument extraordinaire. Quand on le lit, on se croit chez Sloterdijk. On se croit dans la sphère, dans une espèce de météorologie absolument originale. Alors, Marx connaissait le texte, mais il en a fait radicalement autre chose. Il y a donc une parenté profonde, et puis c'est en même temps extrêmement différent. Pourquoi? Parce que Marx jaillit comme Aphrodite de sa coquille, il jaillit des travaux de James Mill. Il y a une espèce de Geburt der Kritik der politischen Ökonomie aus der Nationalökonomie, on pourrait dire ça comme ça. Mais ma question à l'éditeur, elle est là. Est-ce qu'on peut penser là autour d'une traduction de travaux de Marx dans ses cahiers, ce qu'il lit de Mills, mais est-ce qu'on pourrait penser, est-ce que la gêne pourrait penser
la republication de, je sais pas, le passage de Marx au prisme de ses lectures au moment où il écrit ce qu'il écrit. Alors, effectivement, là, ce qu'on peut préciser, c'est que la méga, elle est en noir et blanc. Et donc, en noir et blanc, voilà, non mais quand même, on est passé du noir et blanc à la couleur, Ouais. on peut dire. Hein. Donc, en noir et blanc, vous avez l'italique, vous avez le gras. Enfin, traditionnellement, c'est ce qu'on utilise quand on veut distinguer des niveaux, justement, par exemple, ne serait-ce que le préfacier, le texte, etc. Donc là, on était parti parce qu'au départ, même pour nous-mêmes, on avait fait un code couleur. Donc, on avait distingué effectivement ce qui était lié à Parisot en bleu, comme par hasard, et ce qui était les mots allemands de Marx en rouge, et puis alors, en vert, voilà, Les non, commentaires les descriptions, voilà, les descriptions, voilà, quand on disait, ben là, Marx saute tout un paragraphe, donc ça, c'est notre commentaire à nous, on était intervenus, voilà, comme ça, pour justement distinguer aussi notre propre intervention. Donc, on avait ça, le noir, le bleu, le rouge, le vert. Oui, parce que tout était, il n'y avait pas de notes, en fait, C'est ça. de bas de page. Tout était dans le corps du texte. Et donc, nous, ça a été un moment où il a fallu clarifier un peu parce qu'on s'est dit, c'est ultra intéressant parce que là, en fait, on voit et le texte de Marx, et le texte de Mill, et le travail de traduction des traducteurs et des traductrices. Mais on était du coup face à un texte qui devenait moins lisible, en tout cas, pour le lecteur et la lectrice. Donc, nous, c'était aussi un peu avec vous et en concertation qu'on s'est dit comment faire pour quand même rendre ce texte plus lisible et en même temps faire apparaître toutes ces strates et vos commentaires, etc. Donc là, on arrive à cette solution. Il me semble que c'était, pour l'instant, je trouve que c'est une bonne solution. Voilà. Et après, sur d'autres textes de Marx, là, j'ai du mal à voir comment on pourrait faire apparaître ça, à part parce que là, vu que le texte est tellement spécifique, que c'est des notes de lecture, et qu'on sait à des moments où quand c'est Marx qui émerge un peu de ces notes de lecture et qu'il arrive à avoir ces moments un peu de conception, quoi. Là, on le sait. Donc, en fait, c'était facile pour nous de faire ce travail de distinction. Le faire sur d'autres textes et dire à ce moment-là, Marx est en train De citer Hegel, peut-être, et on met la citation de Hegel en bleu, c'est ça? Je pense Je sais au pas. dernier Karl Marx, hein, quand il retourne, par exemple, aux mathématiques et aujourd'hui, quelqu'un comme Alexis Kucker montre que finalement la pensée marxienne était déjà écologique avant l'heure. Quand il retourne dans des lectures très encyclopédiques, c'est à ça que je pense, par exemple. Que là, on voit vraiment que il est même plus dans l'exotérisme ou dans l'ésotérisme, il est vraiment dans une démarche de chercheur, de scientifique qui essaye de comprendre. Je pense à cette dernière période, là, la période de l'ombre. Mais je ne sais pas si vous allez les publier. En tout cas, pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Je On peux va faire une commencer par là. Le problème du choix. Mais on pourrait imaginer que des syntagmes bien définis, en Rebung, par exemple, puissent être vus, en quelque sorte, pluridimensionnellement. On aurait Aufhebung chez l'un, et puis apparaîtrait, ou bien, je ne sais pas moi, comme je disais, Entmenschung chez Moses, Entmenschung chez Marx, Entmenschung chez Stirner, voilà. Entmenschung dans le groupe scandinave, et puis on aurait une espèce de travelling sur des syntagmes définis. Évidemment, c'est comme ça que je verrais la chose, mais. Ben moi, c'est pour ça que je pose la question, parce que je le vois comme ça. Ah, je n'ai pas de réponse. Merci beaucoup pour la présentation faite par moi du travail. Et j'étais passionnée par ce que vous disiez sur les questions de traduction. C'est vrai que chaque volume de la GEM, on a beaucoup de débats de traduction. Et alors, c'est vrai que ça peut sembler un peu monolithique de l'extérieur, parce qu'il y a certaines traditions de traduction sur certains termes qu'on a envie d'adopter dans le volume de la GEM. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont remises en discussion à chaque fois. Par exemple, là, on vient de commencer la traduction du livre 3 du Capital, c'est lancé depuis un mois et demi. Donc pour le livre 2 du Capital, on était trois, hein, avec Alexandre Ferron
Guillaume Fondu. Pour le livre 4, il y a de nouveau Alexandre Ferron et moi, mais le reste de l'équipe a changé. Il y a 2 nouveaux traducteurs, Ulysse Lochkin et Raphaël Porchereau, et se pose à chaque mot, à chaque phrase, la question de ce qu'on fait des choix de traduction des livres d'avant. Et on est dans une même entité de texte. Alors, il y a le problème de la datation des manuscrits, ce sont des textes en partie recomposés par Engels, écrits sur des très longues périodes, etc. Mais même à ce niveau-là, dans le passage du livre 2 au livre 3, avec la moitié de l'équipe de traduction qui était commune, on est obligé de remettre les choix en discussion, de se refaire un nouveau glossaire, de débattre de tout à nouveau, et il y a forcément un certain nombre de choix qui vont changer. Tout ça pour dire que c'était intéressant aussi de rencontrer une équipe qui avait son propre processus de réflexion, parce que ça permet d'avoir un peu plus de réflexivité aussi sur les choses qui, du côté de la GEM, sont figées, les autres choses qui ne le sont pas, etc. On prend la mesure là des réflexions que vous avez eues sur des termes très, très compliqués, très chargés, d'une histoire des traductions chez Marx en français, traduction de Marx en français. Et je me demandais si vous aviez gardé des traces en fait de ces débats, parce que c'est vraiment passionnant à la fois pour expliquer en fait les choix de traduction que vous avez faits, et pour mieux comprendre tout simplement ce que Marx dit et ce qu'il fait en disant ce qu'il dit. C'est-à-dire la façon dont il reprend les termes, dont il les déplace. Il reprend les termes, mais en transformant en fait les termes en un nouveau concept. Donc tout ce jeu qu'il y a entre la reprise des termes, la modification des termes, la reprise des concepts, leur déplacement, etc. Donc voilà, je me demandais si vous aviez des traces de ces débats-là, parce qu'il me semble que ce serait vraiment passionnant en fait d'en garder quelque chose, très basiquement pour l'édition là en question, pour justifier, expliciter les choix de traduction, les rendre plus visibles et rendre visible aussi le travail qu'il y a dessous, hein. Et puis de manière générale pour enrichir le débat sur les traductions de Marx. Voilà, d'où ma question, est-ce que vous avez gardé des traces de tout ça, de ces débats-là? Je pense en particulier aux notions que vous avez, aux termes que vous avez évoqués, hein, tout le lexique de l'aliénation, Gemeinwesen, c'est deux gros morceaux. Il y en a d'autres, mais ces deux-là sont particulièrement frappants. C'est vrai, la lecture des termes. Il y a tous nos courriels. Oui, c'est vrai. Et avec vous, mais auparavant. Qui sont parfois assez décisifs. Hein. Il y a des parfois. Et Et puis, il y a un certain nombre de notes C'est ça. dans l'ouvrage lui-même qui témoignent un petit peu de ce chemin. Je ne vais pas être trop long, mais oui, je pense qu'on a gardé pas mal de traces. Il y a effectivement, sous la forme, effectivement, donc, déjà de nos correspondances entre nous, mais effectivement, il y avait les séminaires aussi. Exactement. Et les comptes rendus des séminaires, c'est là aussi qu'on a beaucoup discuté, parce qu'avec des gens qui... on avait par exemple Hans-Christoph Schmidt-Ambousch qui est venu lors d'une séance. Lui, il avait aussi une autre interprétation de l'histoire de Entfremdung, de Entäußerung, etc. Donc, des spécialistes comme ça, c'est vrai, c'est toujours précieux d'avoir leur point de vue. Et puis, Herbert, tu avais aussi quand même fait plusieurs, je pense, en particulier sur Entäußerung. Ouais, tu as fait plusieurs comptes rendus un peu plus, c'est pas des comptes rendus, c'est plutôt un peu plus structurés quand même. Il y en a au moins 2 ou 3, sur 2 ou 3 concepts, je pense, vraiment clés. Entäußerung. Ouais, on avait fait plusieurs séminaires donc ici à Nantes depuis 2018. On avait fait un séminaire, tu fais référence au Centre Marc Bloch à Berlin avec Katia Genel, Bernard Banoun, Hans-Christoph Schmidt-Ambousch. Alors c'est vrai qu'avec Hans-Christoph Schmidt-Ambousch, c'était intéressant. D'ailleurs, on avait traduit ses ouvrages et on avait déjà non seulement cette difficulté à comment traduire Marx, mais aussi comment traduire Marx en le mettant en relation avec Hegel et les interprétations de Hegel dans l'école de Francfort jusqu'à aujourd'hui, avec Axel Honneth, pour que ça, justement, alors soit ça puisse être cohérent, soit justement on s'en sépare, donc c'était intéressant. Donc là, ce que je vois, on n'a pas fait vraiment dans l'introduction, et peut-être on peut réfléchir à sous quelle forme on pourrait rendre compte. On a aussi des notes manuscrites, et c'est vrai qu'on avait
peut-être des comptes rendus un peu des séances, aussi des notes manuscrites. Ça peut être intéressant de voir comment, mais merci pour la suggestion aussi, rendre compte de ce travail qui effectivement était aussi, enfin difficile, mais aussi passionnant, puis qui a fait intervenir aussi beaucoup de monde. Donc c'était aussi intéressant en fait, de faire ce voyage, et puis ensuite justement pour lui donner un terme, de voir comment on met en commun avec le travail qui était entrepris à la GEM, qui est finalement une possibilité, voilà, euh, comme vous avez évoqué sans doute aussi beaucoup de possibilités, puis à la fin, finalement, on fait des choix, on prend des décisions, mais c'est vrai que tous les débats qui éclairent les décisions, ils sont intéressants aussi. Bah oui, oui, complètement. C'est pas sur tous les volumes de la GEM, mais dans plusieurs volumes de la GEM, il y a un glossaire, effectivement, qui permet justement de justifier un peu les choix de traduction et d'expliquer pourquoi on a pris cette traduction-là, en expliquant aussi des fois l'histoire de la traduction de ce terme, pour justement expliciter un peu les choix qui sont faits là. Enfin, du coup, ça peut être des choses aussi, et justement, que l'édition numérique permet là de faire, d'ajouter complètement par la suite, si vous jugez ça aussi pertinent de votre côté, quoi. Mais c'est marrant parce que je me permets en pensant à votre question, en redéroulant votre question, ça me fait penser à ce que évoquait Anna Patrick sur comment chez Karl Marx, Il y a Gérard on a quatre entrées, on a le philosophe, l'économie sociale anglaise, les Lumières françaises et le romantisme allemand, enfin la littérature. Et je me souviens, ça nous arrivait de parler de ça, mais en fait, quel est le Marx qui parle et qui écrit là? Est-ce que c'est celui qui est. Est-ce que c'est le philosophe ou est-ce que c'est. Enfin, je me souviens de remarques de Herbert là-dessus. Parce qu'il est complexe, Marx, quand il travaille, on voit bien, quoi. Il y a des registres de pensée qui se croisent, qui se séparent. C'est un texte expérimental, les notes sont nulles. Et donc, il explore jusqu'au bout, par-ci, par-là. C'est un texte qui procède par éclairs successifs et en même temps une rythmique très, très précise. Et voilà, C'est intéressant le lapsus parce que c'est le socialisme français en fait qui était présenté comme mais effectivement, il y a les Lumières françaises. Et dans ce texte, il y a la stratégie des Lumières françaises de mettre en évidence la superstition. Donc, c'est la forme de la critique qui vient des Lumières. J'ai parlé tout à l'heure de la critique de la religion au sens des jeunes hegéliens, mais il y a cette dimension de renchérir sur le résidu de lumière chez les idéologues français, et donc Marx renchérit par une sorte de surcritique empruntée aux Lumières, qui n'est pas réductible à la dimension hegélienne. Je sais pas Quand je parle de si superstition, d'ailleurs, je parle de la superstition liée à l'argent et au processus de l'échange, hein, évidemment. Alors, c'était une question pour Clara, et j'avais plusieurs remarques après. La question à Clara, elle nous a parlé de ce document historique pour moi, parce que ça fait plusieurs années que j'étais tombé dessus sur le projet de la GEM avec une édition originellement électronique. J'étais tombé sur le document il y a plusieurs années, et donc je voulais savoir qu'elle me dise deux mots sur l'origine de ce document-là, parce qu'autant que je me souvienne, j'ai pas réussi à le retrouver sur mon ordinateur, je l'avais mis de côté. C'est un document qui avait une forme d'engagement quand même, c'était au-delà de la charte, enfin il y avait un programme de quelque chose, donc, et puis donc une petite histoire de ce document et qui en est à l'origine, voilà, nous éclairer là-dessus. Ensuite, plusieurs remarques sur la lisibilité des textes électroniques. La lisibilité, l'ergonomie, la compréhension de ces textes-là, il me semble que c'est typiquement le travail des graphistes de travailler avec vous là-dessus. Aussi bien les éditeurs que les chercheurs. Un graphiste, il va se régaler pour vous donner une meilleure lisibilité d'un texte, soit papier, soit électronique. Première remarque. Deuxième remarque, je suis très très content que enfin on puisse avoir entre les mains une édition électronique d'un texte que j'aurai plaisir à découvrir parce que je ne le connais pas du tout,
Et donc, d'après ce que vous avez expliqué tout à l'heure, votre travail de recherche me semble passionnant, même si je ne parle pas du tout l'allemand, mais je suis assez passionné par les problèmes de traduction. Donc, je découvrirai ça avec un grand intérêt. Et dans la foulée de cet intérêt-là, je me demande si de la gemme, on pourra passer à la dispute pour l'édition électronique de l'œuvre de Lucien Sèvres, et je pense à sa trilogie. Clara, ne rigole pas, s'il te plaît. Ma remarque est très sérieuse. Ne serait-ce que parce que l'homme, donc la trilogie L'homme, la philosophie et le communisme, ne serait-ce que parce que l'homme ne dispose pas d'un index des concepts, comme tu le sais, puisqu'on avait déjà discuté par mail. Donc j'espère que cette nouvelle compétence éditoriale va éclabousser heureusement la dispute, au-delà de l'édition de la gemme. Et dernière chose, c'est une remarque dont je vous fais part, mais c'est une bizarrerie en fin de compte. J'avais entamé, il faudra peut-être qu'un jour je le termine, un travail sur la valeur d'usage. Euh, et j'avais fait une petite recherche dans ma boîte à outils théorique, c'est-à-dire dans les concepts marxiens, avec cette remarque-là. J'avais recherché dans le Capital, livre 1, à partir de la version papier éditée par les ES, donc la dernière de 2016, traduction de Jean-Pierre Lefebvre. Dans l'index papier, justement, toujours ces histoires d'index, et c'est très intéressant, il y avait 15 occurrences du concept de valeur d'usage pour le livre 1 du Capital. Version donc JPL, Jean-Pierre Lefebvre, version papier 2016. Il se trouve que j'ai trouvé un jour sur le net une version numérique du Capital, et par bonheur, c'est la même version. Alors je pense qu'elle est tout à fait pirate, mais c'est la même version que la version quadrige édition sociale, donc dans la traduction de Jean-Pierre Lefebvre. Et là, on trouve 203 occurrences, je parle du Capital dans le seul livre 1, 203 occurrences du concept de valeur d'usage. Troisième donnée, qui complexifie l'affaire, et je vous livre ma perplexité. J'ai demandé à un ami, puisque je ne parle pas du tout l'allemand, mais cet ami est professeur à l'Université de Lyon en linguistique allemande, donc je pense qu'il connaît son affaire, de me faire la même recherche. Il a bien voulu la faire dans la méga. Donc dans la méga, c'est la méga 2. Et sur le même concept de valeur d'usage, cet ami a trouvé 92 occurrences. Donc je voulais vous livrer ces chiffres très précis et en même temps que ma perplexité. Et je ne sais pas si quelqu'un aura un éclairage à donner voilà, sur cette bizarrerie. Je peux répondre déjà sur les premières questions. Sur Ouais. ce texte, ce document programmatique, donc en fait, il se trouve dans les annexes pardon, du programme de Gotha. À la fin, il y a Qu'est-ce que la gemme? Et donc, il y a un texte d'une dizaine de pages qui explique un peu les premiers concepts de la gemme, etc. Et voilà. Et donc, ce texte, à vérifier, mais à ma connaissance, il a été écrit donc par Richard Lagache et Lucien Sèvres, qui ont été en fait à l'origine de la création de la GEM, la grande édition Marx et Engels. Donc voilà un peu la nature de ce texte. Et donc l'idée dans ce volume, qui était en fait le premier volume de la GEM, c'était un peu et à la fois de montrer ce qu'on voulait faire. Donc ils avaient choisi justement un petit texte pour pouvoir le publier rapidement et donc montrer un peu tout ce qu'on voulait avoir dans la GEM, c'est-à-dire une longue introduction sérieuse philologique qui revient sur les concepts et sur les enjeux de la réception, un texte avec une traduction rigoureuse, un appareil critique avec des annexes qui éclairent sur les choix de traduction, etc. Et enfin, un espèce de, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, manifeste ou, sur ce qu'est la GEM et ce qu'on voulait, enfin, ce qu'ils voulaient en faire à l'époque, quoi. Et justement, du coup, c'est là où ils évoquent très longuement en fait la gemme électronique qui n'a pas pu encore se faire, enfin, qui commence seulement maintenant. Donc voilà un peu sur l'histoire du texte et sur les auteurs et de Oui, de façon celui-ci. autonome sur le net, hein. Enfin, Oui, c'était pas à la fin, voilà. mais peut-être que ça se trouve, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il se trouve de manière autonome. On a dû, ça, Oui, c'est un oui. texte qui, à mon avis, a dû circuler ailleurs et Voilà, c'est ça. Ouais. Je le retrouverai à l'occasion. Ouais. Ok, mais bonne précision, effectivement. et après, je me souviens plus, c'était sur l'édition numérique, la dispute, c'est ça?
flûte et de la trilogie de Sèvres. Et la trilogie Sèvres. Déjà, bonne nouvelle. Euh, on a envoyé les fichiers à Kern. Et Bon, donc, ça devrait être disponible numériquement d'ici le printemps 2026. de la trilogie? Ouais, Ah ouais. donc voilà. En tout cas, pour ces questions-là, et peut-être sur la valeur sur le concept de valeur d'usage, etc., dans les index, peut-être que. Ah, je vois que Alix. Peut-être Je pouvoir nous réponds répondre. vraiment très vite parce qu'on a déjà dépassé Oui, on les a du 16 mal à heures. arrêter. Pour la dernière, enfin la réédition de la traduction dirigée par Lefebvre du livre 1 du Capital, il me semble que l'index est en fait un index des matières qui ne recense pas toutes les occurrences. Mais en tout cas, c'est clair pour valeur d'usage, hein, les passages les plus importants. Sinon, ce serait tout simplement une erreur, mais je pense qu'il faut faire la différence entre l'index des termes et l'index des matières. Et le décalage entre l'allemand et le français, alors, s'explique certainement par le fait qu'il y a soit une variation d'orthographe en allemand, soit qu'il faut chercher les différentes formes qui peuvent être éventuellement traduites par valeur d'usage, qui sont plus l'expression, enfin le syntaxe de valeur d'usage étant bien figé en français, avec peut-être un tout petit peu plus de souplesse en allemand. Mais voilà, enfin, il me semble que ça s'explique comme ça. Après, il y a toujours des possibilités qu'il y ait quelques occurrences qui aient disparu, qui soient réintégrées, mais pas dans cette mesure-là. C'est pas cet ordre de grandeur-là. Oui, il faudrait voir ça de plus près, effectivement, avec le texte allemand, le texte français. Effectivement, tu as raison de souligner, on est arrivé au terme de notre rencontre. Je remercie tout le monde en ligne et puis en présence pour les présentations, discussions en commun. Puis voilà, maintenant le texte est accessible donc sur le site des éditions sociales et bientôt donc sur Sur Kern, Kern. oui, d'ici la fin de l'année sur Kern, le temps qu'ils fassent eux la mise en ligne de leur côté, mais qui devrait moins prendre de temps puisque le texte est déjà en EPUB. Donc ça devrait être assez rapide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.